Mesdames, Messieurs, bonsoir. Direction le Proche-Orient et cet appel royal au cessez-le-feu en Palestine et la trêve des hostilités au Liban. Voici le menu de cet épisode. Nous reviendrons en premier sur le message adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée cette année le 26 novembre, donc hier. Le souverain a saisi cette occasion pour appeler le monde entier à se mobiliser d'urgence pour un cessez-le-feu immédiat et durable en Palestine, car l'urgence est là. Il faut mettre fin aux agressions en Cisjordanie, protéger les civils et rétablir la dignité dans une région trop longtemps livrée à la violence. Au-delà de l'urgence humanitaire, le Maroc s'impose comme un médiateur crédible, jouissant de ses relations privilégiées avec les principales parties prenantes et les grandes puissances internationales. Et l'espoir de la fin des massacres à Gaza renaît après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Ça s'est décidé ces 2 derniers jours, officiellement annoncé. L'espoir dans les yeux de milliers de Libanais qui reviennent vers le sud et qu'ils ont déserté depuis 2 mois suite au bombardement israélien. Selon le président américain, la trêve est conçue pour être une cessation permanente des hostilités qui ont déjà fait 3400 victimes au Liban, sans parler des plus de 44 000 victimes dans la bande de Gaza et dans le reste des territoires palestiniens depuis ce 7 octobre 2023. Pour le débat ce soir, j'accueille Nedal Choucair, professeur de communication stratégique et de relations gouvernementales. Bonsoir, professeur Choucair, merci de vous joindre à nous depuis Paris. Bonsoir, merci de l'invitation, envie d'être avec vous encore une fois. Marhaba. Et nous avons avec nous ici, depuis Casablanca, cette fois, le doyen de l'Institut de sciences juridiques, politiques et sociales à l'Université Mondiapolis, professeur Ali El-Harichi. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, et un plaisir d'être avec vous. Retour avec vous d'abord, professeur El-Harichi, sur ce message poignant adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l'occasion de la journée donc internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et une nouvelle fois, le Maroc porte le plaidoyer de la cause palestinienne dans les instances internationales. Et revenons avec vous justement à Ali El-Harichi sur les points essentiels à retenir de ce message adressé par le souverain. Tout d'abord, le message de Sa Majesté le roi Mohammed VI, il réaffirme encore une fois la position inébranlable du Maroc par rapport à la centralité de la question palestinienne pour la paix, pour la sécurité, pour la stabilité dans la région du Moyen-Orient et bien sûr dans le cadre qui est accepté et qui est par la communauté internationale celui de 2 États, c'est-à-dire de la résolution de 1967. Et dans le message de Sa Majesté, il a mis l'accent sur 6 points très importants, que vous en avez cité quelques-uns. D'abord, c'est le cessez-le-feu. Il faut arriver à un cessez-le-feu immédiat et qui se prolonge dans la durée, c'est-à-dire on ne va pas avoir d'autres différends, d'autres conflits, un cessez-le-feu qui doit être durable par rapport à ce qui se passe à Gaza. On a plus que 44 000 morts, des civils, des gens qui sont déplacés. Le deuxième point, c'est la protection des civils, parce que nous voyons que malheureusement, ceux qui paient le tribut de cette c'est-à-dire invasion d'Israël de Gaza, ce sont les civils. On parle de plus de 44 000 morts, on parle des écoles qui sont fermées, des universités aussi, et puis des déplacés. Le troisième point, c'est ouvrir toutes les portes et les points de passage pour l'aide humanitaire, parce qu'une population de 2,5 millions ou 2,2 millions de personnes qui est enclavée dans la région de Gaza, dans cette bande de 41 km, il faut ouvrir les points de passage pour l'aide humanitaire, qu'elle soit médicale, qu'elle soit alimentaire, toute l'aide humanitaire. Donc, il faut que les points de passage soient ouverts par rapport à la région à la bande de Gaza. Enfin, il y a aussi le soutien de la mission des Nations Unies, c'est-à-dire la mission de l'UNRWA. Il faut la soutenir, il faut la renforcer. Et il y a un 5e point, c'est le déplacement des citoyens. Il est inacceptable qu'aujourd'hui encore, des citoyens palestiniens qui habitent, des Gazaouis,
à qui on a demandé d'aller du nord vers le sud, et puis à qui on a demandé de revenir vers le centre, et puis vers le nord. Les gens ne savent plus où aller, et puis il faut entamer, in fine, des négociations sérieuses pour arriver à une paix durable, à une paix qui s'inscrit dans le temps pour la Palestine, mais aussi pour tout le Moyen-Orient. En parlant Donc, de c'est un message. négociation, Ali El-Harichi, quel pourrait être le rôle de médiation du Royaume du Maroc compte tenu de ses relations privilégiées avec les parties prenantes, mais aussi avec les grandes puissances internationales? Le Maroc, c'est un pays qui a la crédibilité de la communauté internationale. Comme vous venez de le dire, il a des relations très importantes, que ce soit avec les pays qui pèsent au niveau de la communauté internationale, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité ou que ce soit au niveau des Nations Unies, et puis des relations privilégiées avec les Palestiniens, avec l'autorité palestinienne et aussi avec l'autre, c'est-à-dire avec Israël. Donc le Maroc, il a la possibilité d'être un acteur de paix, un pourvoyeur de paix. Et la position du Maroc, d'ailleurs, Sa Majesté l'a bien souligné dans son message, le Maroc, par 3 fois, c'est-à-dire lors de Sa Majesté, a pu faire de l'aide humanitaire à cause de cette position privilégiée qu'il a dans la région, et que ce soit, donc, c'est sur 3 fois depuis le 7 octobre que le Maroc est l'un des rares pays qui a pu traverser les frontières pour apporter une aide humanitaire. Aujourd'hui, le Maroc est un pourvoyeur de paix. Le Maroc, il est porteur aussi du chapitre 6, si vous voulez, des Nations Unies, pour être avec les pays qui pèsent au niveau de la communauté internationale, mais aussi avec les concernés, et qui doivent se mettre sur une table de négociation. Et je pense que ce message-là, il est très important. Et aujourd'hui, je dirais, ni le droit international, ni le droit humanitaire, ni même la morale, comme cela a été souligné, ne peut plus supporter ce qui se passe à Gaza. Et heureusement qu'il y a la trêve aussi au Liban, puisque c'est depuis 2 mois tout ce qui s'est passé au Liban. Donc cette catastrophe, c'est des civils qui sont morts. Donc une table de négociation où on arrivera, je l'espère, on l'espère tous, à une paix durable au niveau de la région du Moyen-Orient. Professeur Nidal Choucair, donc cela vient d'être évoqué par professeur El-Harichi. On parle maintenant d'une trêve. Ce n'est pas un cessez-le-feu permanent, bien que le président américain, depuis la Maison-Blanche, a dit que cette trêve était conçue pour être, je cite, une cessation permanente des hostilités. Mais on peut le dire aujourd'hui, les hostilités se sont arrêtées depuis 4 heures du matin la nuit dernière, l'horaire à laquelle a été décidée donc cette trêve. Comment, bien sûr, elle a été accueillie par des liesses de joie dans les rues des différentes villes libanaises de Beyrouth, et surtout aussi les villes du sud qui commencent déjà à accueillir ceux qui les avaient fuis depuis 8 semaines, depuis le début des bombardements israéliens. Donc d'abord un état des lieux depuis l'entrée en vigueur de cette trêve, et puis aussi on discutera des raisons qui auraient pu pousser le Premier ministre israélien à accepter cette trêve. D'abord, comme vous avez bien indiqué, c'est une trêve, c'est pas le fin, donc ce n'est pas fini. Même aujourd'hui, il y avait beaucoup c'est pas arrêté 100% de l'hostilité israélienne vers le Liban, surtout dans le sud du pays. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est très bien. Mais est-ce que ça suffit? Non, ça suffit pas. Parce que vous avez bien parlé de paix durable, et ça, c'est tout le monde qui le cherche, et ce n'est pas le cas. Donc, même s'il y aura un accord maintenant, ça va pas finir. Ça va pas finir, et c'est jamais finir. Vous vous souvenez de 2006, de guerre 2006, avant le 95. Donc, chaque quelques années, ça va revenir. Il faut, à mon avis, aujourd'hui, une solution radicale pour ce problème. Donc, pour imposer vraiment un paix durable, on a besoin de 2 choses. On a besoin de la première chose, il faut trouver une solution pour le conflit israélo-palestinien. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, il faut aussi faire un accord, ou imposer un accord avec l'Iran pour son rôle dans la région, parce qu'il a un rôle pas très sympa au Liban, au Yémen, en Irak.
Donc, à mon avis, sans ces deux conditions, le paix durable, c'est impossible dans cette région. On a beaucoup d'espoir avec le nouvelle administration Donald Trump qui peut imposer ce genre de solution radicale. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que c'est un conflit qui c'est pas facile, hein, c'est pas facile de convaincre les deux côtés d'avoir une solution. Et même aujourd'hui, hein, on a vu malheureusement, je ne sais pas si vous avez regardé, bon, les deux parties d'Israël, il a dit qu'il a gagné, Hezbollah, il a gagné. Après, oui, effectivement, c'est une guerre informationnelle aussi, ça fait partie de cette guerre-là. Mais est-ce que finalement, Netanyahou, sans parler de qui a gagné ou qui a perdu, a eu des pressions pour accepter le deal d'un cessez-le-feu, ou en tout cas d'une trêve au Liban aujourd'hui? Si oui, quelles auraient été ces raisons selon vous? D'abord, à mon avis, lui, il a fait ce qu'il voulait faire. Hein. À mon avis, il a établi Hezbollah au maximum. Bon, il faut être aussi raisonnable pour. Il peut pas effacer Hezbollah, hein, même s'il va continuer 100 ans pour effacer Hezbollah, pour éliminer Hezbollah, il faut qu'il arrête le soutien de l'Iran. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, à mon avis, Netanyahou, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a tué la plupart des leaders de Hezbollah. Il a détruit beaucoup de choses. Donc, il a fait beaucoup de choses. Donc, ça ne sert à rien pour lui de continuer parce que même cette guerre, c'est pas gratuit. Hein, ça coûte beaucoup. Donc, lui, il était obligé, à mon avis, de s'arrêter d'un certain point, mais il y a un point très important, le cessez-le-feu, l'accord, il est très ambigu, hein, je ne sais pas si c'est arrêté totalement ou partiellement arrêté, parce que vous voyez, il y a beaucoup de points dans cet accord qui ne sont pas du tout clairs. Hein. Par exemple, le ministre de la Défense libanais, il dit que l'Israël n'a pas le droit d'intervenir, mais l'Israël, non, il dit non, il a le droit d'intervenir pendant cette période. Donc, la situation n'est pas très claire, mais à mon avis, pour les deux côtés, pour le Hezbollah, pour le Netanyahou, c'était bien d'avoir cette rêve maintenant. Ali Harichi, c'était bien d'avoir cette trêve maintenant. D'abord, il y a des pressions internationales. On a les États-Unis. Est-ce que, d'abord, sur le volet international, avant qu'on parle du volet interne en Israël, il y a les parties prenantes, essentiellement Paris et Washington, qui ont travaillé avec d'autres partenaires pour justement arriver à ce cessez-le-feu. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des garanties américaines pour que ce cessez-le-feu ou cette trêve soit respectée d'un côté? Donc, est-ce qu'il y a moyen de pression sur Netanyahou pour qu'il respecte cette trêve? Et aussi, quels sont les autres facteurs exogènes qui auraient pu jouer en faveur de ce cessez-le-feu? Oui, je pense que les États-Unis aujourd'hui, par rapport à la trêve ou le cessez-le-feu qui s'est fait entre le Liban, si vous voulez, et Israël. Et les États-Unis ou le président Biden, plus la France aussi, ont mis tout leur poids pour peser, pour avoir la paix au niveau du Liban. Netanyahou, si vous voulez, il est... mon collègue a parlé d'ambiguïté. C'est vrai qu'il y a une forme d'ambiguïté, mais il y a une différence avec Gaza. Quand on parle du Liban ou du conflit entre le Liban et Israël, il y a déjà une résolution 1701 qui est un accord, c'est-à-dire la résolution 1701 depuis 2006 et qui met c'est-à-dire que c'est un peu ce qui a été fait dans cet accord, c'est comme la remise au point de cette résolution 1701. C'est-à-dire que Israël se retire du sud du Liban, que le Hezbollah va au niveau, c'est-à-dire du fleuve Litanie, remonte au nord de Litanie, et qu'il y a une ligne de démarcation où il y a les forces des Nations Unies qui étaient là, donc le FINUL. Ce qui est pour la région, pour le Liban, c'est que la différence avec Gaza, c'est que Netanyahou, il négocie avec le gouvernement
libanais. Gaza, il y a déjà Hamas et il y a l'autorité palestinienne. Et il y a avec qui la négociation doit se faire. Normalement, il doit se faire avec tout le monde. Mais par rapport au Liban, c'est-à-dire le Hezbollah a laissé le gouvernement libanais négocier cet accord. C'est ce qui a facilité d'arriver à une trêve, mais aussi, il faut dire, il y a eu des morts au niveau du Liban, des civils, il y a beaucoup de morts, plus de 3400 morts, mais il y a aussi, c'est-à-dire des attaques qui étaient au nord d'Israël. Donc c'est ce qui a un peu aussi pesé sur Netanyahou pour arriver à cet accord ou à cette trêve. Parce que il est aussi touché, c'est-à-dire Israël est touché au niveau du nord par les tirs qui sont faits par Hezbollah. Et donc cet accord-là... On parle de 8000 maisons touchées par les missiles, 60 000 déplacés. Donc là, effectivement, vous évoquez la pression que pourrait ou que subirait aussi le Premier ministre israélien de l'intérieur du pays. Tout à fait. C'est parmi les choses qui ont poussé à arriver à cet accord. D'autant plus que c'est le gouvernement libanais qui est là. Donc, c'est un État qui n'est pas sous occupation comme le cas de Gaza, donc, ou de l'autorité palestinienne. C'est un État qui est indépendant. Et donc, il y avait aussi ce qu'on appelait la stratégie de l'unité de front que déployait Hezbollah. On a parlé de l'Iran, donc l'unité de front du Hamas, des Houthis au Yémen, de quelques groupes aussi au niveau de l'Irak, et un soutien de l'Iran. Et cette stratégie de front, c'est-à-dire le Hezbollah, il disait que tant qu'Israël ne se retire pas de Gaza, il n'y aura pas d'accord. Maintenant, c'est comme si cette stratégie d'unité n'est plus, c'est-à-dire le Hezbollah a accepté parce que aussi il a été touché. Et il y a les responsables qui ont été tués, qui ont été éliminés. Il y a eu beaucoup de. Mais au-delà de ça, au-delà du fait c'est un fait établi. L'affaiblissement aussi. Oui, effectivement, le Hezbollah est affaibli. Et je me tourne vers Nedal Choucair. Est-ce que c'est une manière aussi d'isoler le Hamas? À mon avis, c'est pas la même chose. On ne peut pas faire la même comparaison entre le Hamas et le Hezbollah. C'est pas du tout la même chose. On peut dire en tout cas qu'ils ont le même soutien. Si ça peut être un point en commun entre les deux factions. Aussi, c'est pas le même soutien, parce que Hezbollah, on parle vraiment un milice iranien, c'est un bras iranien dans la région. Oui. C'est pas comme le Hamas. Hamas est là de le soutien, il a soutien ça 100%, sans doute, mais pas comme le Hezbollah. Hezbollah, c'est d'abord au niveau de religion, sont très attachés aux Iran, même au niveau religieux. Mais au niveau militaire, c'est l'Iran qui soutient les deux, les trois même, si on devait ajouter les Houthis aussi. C'est dans ce sens-là. Oui, mais le Hezbollah au Liban, elle est très fort et c'est impossible de l'effacer. On peut pas comparer les mêmes situations. Justement, mais le Hezbollah avait quand même, si vous le permettez, professeur Choucair, est-ce que le Hezbollah, maintenant qu'il a fait, ou en tout cas que le cessez-le-feu est entré en vigueur, il ne va plus autant attaquer Israël, donc pour aussi indirectement soutenir le Hamas? Est-ce que le Hamas aujourd'hui n'est pas quelque peu isolé après cette trêve entre le Liban ou en tout cas le Hezbollah et Israël? Tout à fait, oui. Dans cette direction, on peut dire qu'elle est très bien isolée et elle est très lâchée par tout le monde. À mon avis, maintenant, il y a plus d'avenir pour le Hamas parce que l'Iran l'a laissé, le Hezbollah l'a laissé, tout le monde l'a laissé. Maintenant, ils sont tout seuls face aux Israéliens, donc il y aura un accord, à mon avis, bientôt, parce qu'il n'y a pas d'autres solutions. Ils n'ont pas mis de solution mais ils sont bien lâchés par tout le monde. Et ici, on voit le truc stratégique, en fait, le faute stratégique de Hezbollah, qu'ils ont lancé la guerre pour soutenir Hamas.
pour soutenir Gaza. Et comment elle a fini? Ils ont fini de séparer les deux côtés. Donc, on comprend pas, franchement, on comprend pas au niveau stratégique la manière comment ils travaillent, surtout le Hezbollah, et surtout en plus, il dit qu'il se déclare gagnant. Aujourd'hui, si vous avez vu, il se déclare gagnant donc c'est un peu bizarre. Il y a un énorme faute stratégique, à mon avis, à partir d'aujourd'hui. Et si ce trêve, ça va rester, parce que bon, il y a beaucoup de questions autour de ce trêve. À mon avis, ça c'est le début de fin de Hamas à Gaza d'une manière définitive, parce qu'il est lâché totalement. La dernière soutien le plus proche pour Hamas, qui était Hezbollah, il a laissé, donc pour des raisons et d'autres. Donc il a laissé. Donc il y a le Houthi et l'Iran, ils sont un peu très loin. Donc normalement aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont zéro soutien, ils sont tout seuls. Donc ils sont lâchés. À mon avis, je ne sais pas combien de temps ils peuvent tenir dans cette situation. Ali El-Harichi, question sur aussi comment les choses pourraient évoluer dans le sens d'un affaiblissement peut-être du Hamas, et aussi des pressions internationales sur le Premier ministre israélien. Est-ce qu'avec cette victoire, en tout cas, il n'y a pas de victoire sans que les otages ne soient rentrés à la maison, comme les appels se répètent avec toutes ces manifestations chaque semaine en Israël, est-ce qu'on peut dire qu'avec l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche en janvier, eh bien, les choses risquent de prendre une autre tournure, ou en tout cas de s'accélérer, même si, effectivement, avec la trêve au Liban, on peut dire que c'est un grand pas vers la paix. Tout à fait. Déjà, avec la trêve de Liban, c'est un début de l'instauration de la paix dans cette région. Le Hamas, il est vrai que le Hezbollah, c'était l'axe de résistance aux l'unité de cet axe. Aujourd'hui, bon, c'est un fait accompli par rapport au Hezbollah et par rapport au Liban. Maintenant, par rapport au Hamas, il y a les otages, d'abord des Israéliens qui sont donc détenus à Gaza, et par rapport à Netanyahou, par rapport à la population israélienne et aux manifestations, il doit répondre, et il doit trouver une solution c'est-à-dire récupérer les otages israéliens. Hamas, il est affaibli parce que la majorité des responsables de Hamas ou des grands décideurs ont été éliminés. Et maintenant, il faut que les négociations prennent... Enfin, je pense que Hamas doit prendre aussi en considération que la négociation doit se faire par toutes les composantes des Palestiniens, que ce soit le Hamas, le Fatah, c'est-à-dire l'autorité de libération de l'OLP, ou l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, il faut que l'État palestinien, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, soit le négociateur avec toutes les fractions, avec toutes les composantes dans le Hamas, pour essayer d'arriver à une solution. Parce que pour arriver à la paix, il faut faire des compromis, il faut faire des concessions de part et d'autre, et la recherche de la paix doit intégrer toutes les composantes. Donc, et bien sûr, l'autorité palestinienne doit aussi faire partie des négociations. Aujourd'hui, je pense que avec l'arrivée de Trump, ça va certainement s'accélérer. Ça a commencé aujourd'hui avec Biden, avec cette trêve, mais ça va certainement s'accélérer, et on espère qu'on arrivera à la paix au niveau du Moyen-Orient dans les plus brefs délais. Oui, sur cet espoir, en tout cas, cette émission touche à sa fin. Je voudrais vous réitérer mes remerciements au nom de Média TV au professeur Nedal Choukaïr. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et merci aussi à Ali El-Harichi, toujours un plaisir. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée.